Bonjour à tous, vous le reconnaissez, ça c'est mon tableau domotique. Il est peut-être pas rutilant, il est peut-être pas super sexy ou aussi beau que des beaux tableaux tout organisés qu'on peut trouver chez certaines personnes, mais ça c'est mon installation domotique, c'est ce qui pilote mon logement, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous faire le point en mai 2025, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, de mon installation domotique. Comme c'est le 1er mai, en tout cas au moment où je sors cette vidéo, je vous souhaite un bon 1er mai. J'espère que vous prenez un petit peu de repos, j'espère peut-être même que vous avez un week-end prolongé. Si c'est le cas, profitez bien. Et comme mon jardin fournit pour le moment énormément de muguet, j'espère juste que mon robot tondeuse va pas avoir des bugs et va pas aller me tondre tout le muguet, parce que c'est dommage parce qu'en ce moment il est particulièrement joli. Je vous montre le petit muguet, c'est franchement rien par rapport à la quantité qui est produite dans mon jardin. Ça c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à tout ce qui est produit dans mon jardin. Donc bon 1er mai à vous, et puis donc je poursuis tout de suite avec le reste de la vidéo. Alors on va pas parcourir dans le détail tout ce qui compose mon installation domotique, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Je voulais plus vous faire une mise à jour, une mise à niveau, par rapport à là où j'en suis, mon niveau de réflexion, les produits qui m'intéressent, où j'en suis en fait, pourquoi vous voyez moins de vidéos domotique chez moi, enfin de vidéos qui parlent de domotique sur ma chaîne, et donc par conséquent chez moi, voilà, toutes des choses comme ça dont je voulais vous parler, pour vous expliquer où j'en suis en termes de domotique en mai 2025. Alors, je veux aussi vous préciser que la domotique chez moi, c'est pas quelque chose de récent. Quand j'ai acheté mon logement en 2014, tout de suite, je l'ai équipé en domotique, pilotage via l'IPX800 et tout ça, pilotage de ma porte de garage qui est là, pilotage, vérification des états des ouvrants, pilotage des volets roulants. On voit ici la commande de volets roulants pour l'ouverture-fermeture centralisée. Tout de suite, j'ai commencé à domotiser mon logement. J'avais déjà de la domotique dans mon appartement avant, mais par contre, c'était un critère dès le départ pour me lancer en domotique vraiment dans un logement. Par contre, cette maison a énormément de contraintes. L'une d'elles, c'est que c'est une maison qui est assez ancienne, elle date des années 50, elle a des murs pleins, et donc je ne peux pas tirer de nouvelles gaines, je ne peux pas tirer de nouveaux câbles. Autrement dit, en termes de RJ45 par exemple, vous voyez que j'ai deux câbles RJ45 qui servent les deux niveaux qui sont au-dessus, c'est tout. Je pourrais jamais tirer d'autres câbles, à part en défonçant tous les murs. Donc j'ai beaucoup de réseaux sans fil, et j'aurais aimé, et je pense, c'est dans les vidéos domotiques que je vous ai faites, j'aimerais me passer de domotique sans fil, mais je ne peux pas. J'ai quand même des très bons produits comme les PX800 en filaire, mais je suis obligé de faire avec du sans fil. Et ça va être aussi un sujet dans cette vidéo, à savoir mes réseaux sans fil et mon passage tout doucement vers du thread Matter via la clé que vous voyez ici et mon installation Home Assistant. Parce que c'est aussi ça, mon installation domotique en 2025, donc mai 2025, c'est que j'ai une double installation, j'ai du JDOM, avec ici cette JDOM Atlas qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, d'une stabilité à toute épreuve et vraiment très très fiable. Et j'ai une Zimaboard, qui est un produit que je vous ai testé, qui est une petite plateforme très légère, mais qui chauffe très peu, qui est très très fiable elle aussi, qui tourne elle également 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est de la domotique de toute façon, donc c'est pas fait pour être coupé, qui héberge mon installation Home Assistant. Et j'ai actuellement une double commande, on va dire, j'ai du JDOM, j'ai du Home Assistant, les deux se complètent, et pour le moment, l'un n'a pas encore remplacé l'autre, mais c'est toujours en projet, pour les gens qui suivent mon contenu, de remplacer petit à petit JDOM par Home Assistant, et au final de me passer de JDOM. Alors JDOM qui perd de la vitesse, qui perd aussi je pense de l'attrait, qui a énormément de lacunes maintenant techniques. Ça fonctionne toujours très bien, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas intégrées dedans, en particulier donc Thread Matter toujours pas intégré en JDOM dans 2025, donc ça c'est vraiment très très problématique. Voilà, c'est le genre de choses, en tout cas, sur lesquelles je travaille en ce moment. Et puis je voulais aussi vous faire des retours sur certaines marques, certains produits qui m'exaspèrent, que je trouve pénibles, et puis au contraire, d'autres choses, des projets que j'ai en domotique, des choses comme ça que je voudrais mettre en place dans mon logement, ou dans le prochain, puisque je cherche une nouvelle maison, donc ce sera peut-être dans la prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas, vous parlez de tout ça. Alors je vais commencer avec un truc qui m'énerve vraiment, c'est mon installation Arlo. Mon installation Arlo, je le savais quand je me suis lancé dans des produits Arlo, j'ai beaucoup de produits Arlo, j'en étais très content, mais c'est très fermé Arlo, c'est du cloud, c'est une marque qui vous propose sans cesse de prendre des abonnements, des choses comme ça, et donc du coup je me retrouve avec des problématiques que je ne devrais pas avoir, en particulier en ce moment, je ne peux plus consulter mes enregistrements, c'est-à-dire que je n'ai pas d'abonnement, c'est hors de question que je prenne des abonnements payants chez Arlo, donc je stocke tout sur cette base qui est ici, mes caméras, ma sonnette, tout est connecté dessus, mais je n'ai plus accès aux enregistrements, donc si quelqu'un se balade chez moi, j'ai même pas accès à l'enregistrement facilement, il faut que j'enlève la carte SD, que je la mette dans une machine pour lire ce qu'il y a dessus.
Et le support Arlo est désastreux sur ces points-là, c'est très compliqué de les avoir, c'est très compliqué de leur expliquer la problématique, et ils vous font faire des étapes du genre réinitialiser tout, ce qui fait perdre un temps fou, puisque bah, comment vous faites ensuite quand vous avez plein de produits pour tout reconfigurer, c'est de la folie, alors que ça corrige même pas le problème. En termes d'Arlo, j'ai pas que ça, mais vous voyez ici, j'ai une Ultra 2, alors ici c'est la variante XL, donc avec la grosse batterie, j'ai aussi la Floodlight, qui est ici, donc là elle éclaire pas actuellement, puisque j'ai le néon du garage qui est allumé, mais sinon, c'est elle qui éclaire la pièce, et cette pièce ici c'est mon garage, on voit qu'il y a ma voiture juste ici. Je vous ai fait une vidéo aussi qui vous explique comment j'utilise mon garage comme une boîte aux lettres géante, donc quand un livreur en fait doit m'apporter un produit, je peux ouvrir ma porte de garage, j'ai 2 caméras ici et là qui filment, j'ai évidemment toute ma partie domotique qui peut être soit verrouillée, soit qui a des capteurs d'ouverture, et au-dessus ici j'ai entre autres une sirène, j'ai aussi une sirène juste ici à l'extérieur qui sonne très très fort, et j'ai une sirène dans la maison aussi qui sonne très très fort, et donc si jamais la personne qui rentre est mal intentionnée et voulait forcer les portes de mon tableau pour aller bidouiller dedans, tout se mettra à sonner, donc comme ça me permet quand même en relativement bonne sécurité d'aller ouvrir pour que la personne vienne déposer le colis dans la maison s'il y a besoin. Un truc que je voudrais domotiser, mais je pourrais probablement pas le faire en l'état tel que c'est câblé, mais je pourrais toujours faire changer l'installation ou la changer moi-même, mais c'est quand même mon arrivée d'eau ici. Donc ici, arrivée d'eau avec vanne de coupure générale, évidemment il y a une vanne dans l'avenue, mais ici c'est ma vanne à moi. Et du coup, ce que j'aurais aimé, c'est avoir une motorisation de vanne, c'est-à-dire en capacité de fermer l'eau si je détecte une fuite. Parce que j'ai des détecteurs d'inondation, j'en ai partout dans toutes les pièces où potentiellement il peut y avoir une inondation. Et du coup, si je détecte une inondation, ça serait quand même sympa de pouvoir couper l'eau pour être sûr que le temps que soit je revienne chez moi, soit j'intervienne pour faire stopper l'inondation, l'eau s'arrête en fait. Et donc, le meilleur moyen, ce serait d'automatiser et donc de piloter cette vanne. Il existe maintenant des produits, la plupart sont en Zigbee, j'ai pas envie d'avoir un deuxième réseau Zigbee, même si ce serait tout à fait possible, j'ai des contrôleurs et tout ça qu'il faut, mais ça commence à faire beaucoup de réseaux, donc pas envie d'avoir un réseau Zigbee. J'attends qu'il y ait des contrôleurs en thread, et quand il y aura du thread, je pense que j'équiperai, mais il faudra probablement que je change un petit peu cette arrivée qui est ici, parce qu'à cause du coude et tout ça, je sais pas si les pattes de fixation permettront de piloter cette vanne, et cette vanne est aussi un petit peu spécifique, et donc je ne sais pas si je pourrais la piloter. Vidéo que vous avez vue il y a pas longtemps, et donc mon installation domotique continue à évoluer. Donc j'ai le keypad ici Nuki, alors c'est la première génération, j'ai la deuxième génération sur la porte d'entrée, et de l'autre côté j'ai la Nuki Ultra. Nuki Ultra dont je vais vous faire une vidéo dans peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 à 3 semaines. Donc n'hésitez pas déjà à consulter la vidéo de test si ça vous intéresse, je vous ai montré comment je la mets en place, et puis comment elle fonctionne. Et c'est un verrou qui est vraiment de très 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 bonne qualité. Je vous ai expliqué dans la vidéo les points faibles, et je reviendrai parce que les gens ont eu des remarques sur mes commentaires, mes points positifs, points négatifs, donc je pourrais vous répondre comme ça dans une vidéo dédiée, mais je suis extrêmement satisfait par la qualité de ce verrou. Et la chose qui est vraiment extraordinaire sur cette Nuki Ultra, et on pourra jamais s'en rendre compte dans la vidéo, mais c'est la fluidité, ici, quand on tourne le verrou à la main. Ici, vous voyez, quand je tourne, c'est extrêmement fluide, on dirait qu'on est sur un roulement à billes. C'est vraiment super, super qualitatif quand on a ça dans la main. C'est quasiment, pour moi, le point le plus intéressant de ce produit. Effectivement, il est connecté, il remonte plein d'infos, porte ouverte, verrou ouvert, tout ça, je peux le piloter, il va à la vitesse de la lumière pour ouvrir, fermer et compagnie. Mais le point le plus intéressant de ce Nuki, c'est évidemment son nouveau design et ce nouveau bouton. Je manipule énormément mes verrous à la main. Ça, je trouve pas d'intérêt quand on est chez soi, quand on va juste jeter un truc dans la poubelle, puisque j'ai les poubelles qui sont juste là, pour information. Aller appuyer à chaque fois alors même si c'est très rapide, je vous montre, je vous remontre, puisque je vous l'ai déjà montré. Vous voyez, c'est très rapide d'ouvrir avec le verrou, mais ça tape dans l'autonomie, et honnêtement, vous tournez juste un coup comme ça, vous pouvez ouvrir, ça va tout aussi vite. Et du coup, tourner cette grosse bague en inox qui est très qualitative, je trouve que c'est sympa, beaucoup plus sympa au final que cette bague de Nuki 4. C'est pourtant une autre gamme, une Nuki 4 Pro, mais le ressenti fait beaucoup plus... Ça frotte, je sais pas comment dire, c'est pourtant pas le cylindre qui est en cause, mais voilà, on n'a pas cette impression de fluidité parce qu'on n'a pas derrière le moteur brushless et tout ça, mais bon voilà. Donc ça c'est pour le coup une vraie évolution qualitative dans les produits Nuki, même si je vous l'ai dit, la Nuki 4 Pro c'est une valeur sûre. Si vous la trouvez à pas cher, allez-y, lancez-vous, c'est un très très bon produit, les Matter S-Red
donc vous pourrez l'intégrer dans toutes les installations modernes, et en plus il a une très bonne autonomie, le pack de piles est extractible, donc il a tous les avantages des anciennes générations Nuki, mais il n'a pas les nouveaux avantages, dont le nouveau moteur, et donc j'aimerais bien que Nuki sorte, comme ils ont sorti la Go, une version traditionnelle en termes de look, mais avec un moteur brushless. Je pense que ça serait le verrou parfait pour les gens qui n'ont pas de contraintes en termes de taille ou de look. Il garderait le design à l'ancienne, sans compromis, sans chose de ce type-là. Autre chose que je dois vous montrer, c'est non pas le taille E qui est là, ça y est, j'ai taillé mes E, mais c'est la tondeuse qui est ici, la Yuka Mini série 800. Donc c'est une version tondeuse que j'attendais depuis longtemps. C'est de la domotique puisque vous pouvez la connecter depuis un peu plus d'1 an maintenant je crois sur Home Assistant. Alors je crois que c'est une intégration cloud malgré tout, donc c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas vraiment un fonctionnement complètement local à part je crois avec du Bluetooth et un hack de protocole, mais normalement c'est une intégration cloud. Par contre, du coup, cette tondeuse, elle va aller dans mon jardin, elle va tondre à ma place, et ça va me dégager non seulement du temps, mais en plus, probablement, l'herbe dans mon jardin va être de meilleure qualité, puisque la tonte sera plus fréquente, plus régulière, et j'imagine, comme je ne ramasserai pas, les apports seront meilleurs, donc peut-être la pelouse, ou l'herbe en tout cas, sera meilleure. Le seul souci que j'ai actuellement, puisque je l'ai déballée, cette tondeuse, et je vais vous la présenter, le truc que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'elle n'a pas besoin, même si elle a une antenne RTK, donc vous avez un mât avec une antenne, avec son service Inavi, qui est disponible maintenant depuis quelques mois en Wi-Fi 4G, elle n'a même plus besoin d'antenne RTK, elle a directement son GPS intégré et la précision par le Wi-Fi ou la 4G, donc ça c'est top. Le seul truc, c'est que je n'ai pas de prise extérieure dehors. Je m'en suis rendu compte l'autre jour, quand j'ai voulu la mettre en place, à part en laissant la fenêtre ouverte et un câble qui passe par la fenêtre, je n'ai actuellement pas de prise extérieure. Mais j'ai quand même des prises. Ça, c'est une prise dédiée tondeuse que j'ai ici. J'ai sur le côté ici déjà des trous qui sont faits dans le mur, donc je vais probablement passer par là. Mais ça nécessite que j'ai un petit peu de temps libre pour faire ça. Donc du coup, en attendant, eh ben, malheureusement, cette magnifique tondeuse de chez Mamotion, elle attend dans la cave. Alors, l'autre souci aussi que j'ai avec cette tondeuse, c'est que c'est Mamotion qui me l'a offerte. C'est tout, hein, il n'y a pas d'autre contrepartie, mais c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. J'ai même pas de contrainte d'en parler spécialement. J'imagine quand même qu'ils s'attendent à ce que je fasse un petit contenu, une vidéo, quelque chose pour parler de la tondeuse, mais si vous voulez, ils n'ont pas eu de... m'ont rien demandé en fait, ils m'ont juste dit voilà, si ça vous intéresse, on vous fournit, alors en ce moment c'est la Yuka Mini 800, puisque c'est celle qui convient à mon jardin, et c'est celle aussi qui leur convient le plus pour communiquer, puisque c'est la plus accessible, et c'est celle que j'aurais, je pense, acheter. Elle est dans les 1000 €, un tout petit peu moins de 1000 €, et c'est exactement mon budget pour une tondeuse robot, et c'est, je pense, la meilleure tondeuse robot dans cette gamme de prix. Elle a vraiment beaucoup de fonctionnalités, il y a quelques petits manques, mais elle a beaucoup de fonctionnalités, et donc ça c'est quelque chose que je vous présenterai en vidéo, je ne sais pas quand, je me mets de toute façon pas d'urgence ou de calendrier particulier, mais la Yuka Mini dans mon jardin, ça va me faire gagner un temps fou, ça m'évitera toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de la période de l'année d'aller tondre dehors, de sortir la tondeuse. Je dois faire le tour à chaque fois parce que j'ai pas de moyen de stocker la tondeuse dehors. Donc voilà, ça va être une belle addition, et en plus ce qui était super important pour moi, c'est d'avoir un produit que je pouvais intégrer en domotique. Il y a une intégration donc Home Assistant, JDOM on oublie, peut-être qu'on peut l'intégrer dans JDOM et peut-être que j'en dis du mal inutilement, mais pour moi on peut pas l'intégrer dans JDOM, mais par contre dans Home Assistant on peut, et donc du coup vous pourrez faire des choses très 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 intéressantes avec des calendriers avancés, des logiques. Vous êtes là, vous voulez pas que la tondeuse aille se promener dans le jardin, ou vous voulez au contraire par exemple passer la tondeuse quand vous êtes en télétravail et qu'il n'y a personne à la maison, vous pouvez gérer tout ça, lui demander de rentrer quand il y a de la pluie, parce que vous savez qu'il y a de la pluie planifiée avant même que son capteur de pluie l'ait détecté. Voilà, vous pouvez faire des choses très intéressantes en domotique, et donc je pense que c'est un produit qui est assez intéressant de présenter en domotique. J'ai également chez moi un robot aspirateur pour aspirer le sol, donc c'est le même genre de choses, c'est des trucs qui vous font gagner du temps au quotidien. Pour les gens qui sont dubitatifs, qui se disent bah, autant aller tondre à la main, pourquoi pas, si vous avez le temps, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais pas aller sur le côté écologique de la chose, parce que j'imagine que c'est assez compliqué de déterminer tout ça, mais c'est comme un lave-vaisselle si vous voulez. On peut laver la vaisselle à la main. Après ça, c'est une balance entre est-ce que vous avez le temps systématiquement de laver la vaisselle à la main, est-ce que c'est plus propre quand vous la lavez à la main que quand vous la mettez dans le lave-vaisselle, est-ce que le lave-vaisselle économise plus d'eau que quand vous faites la vaisselle à la main. Les robots tondeuses, je vais pas aller sur le côté écologique parce que je pense que c'est difficile de justifier l'écologie sur un robot tondeuse par rapport à une tondeuse traditionnelle, on va dire. Moi j'ai une tondeuse ici, vous la voyez, alors elle est en fin de vie, la pauvre, ça fait plus de 10 ans qu'elle est massacrée, tout ça, mais c'est une tondeuse électrique, c'est une Ryobi 48 volts, qui fonctionne vraiment super bien, mais elle commence, la pauvre, à être très fatiguée. Mais je tonds à l'électrique, mais c'est de l'électrique tracté avec carter métal et tout ça, parce que j'ai quand même de la surface à tondre. C'est vrai que si je peux m'économiser
cette tâche. Pour moi, c'est pas du tout un plaisir, voilà, c'est hyper pénible d'aller tondre dehors, surtout que j'exploite pas beaucoup le jardin pour autre chose. Donc juste, c'est pour entretenir, pour que ce soit propre, pour que ce soit beau quand on regarde par la fenêtre, et moi que ça me plaise. Donc si un robot peut le faire à ma place, ce sera très bien. Donc on va aller dehors pour regarder ça. Vous avez donc la Nokia 4 Pro ici, et vous avez le keypad dehors ici. Et ben c'est Arlo. J'ai une sonnette connectée Arlo, et c'est devenu vraiment problématique. Le suivi Arlo est gênant en termes de mise à jour de firmware, en termes de mise à jour de caméra, de choses comme ça. Et en plus, donc j'ai perdu le stockage local, Arlo ne répond pas. Ce qui fait que quand quelqu'un sonne, je peux répondre, je peux dialoguer avec lui, mais après coup, je ne peux même pas savoir qui est venu sonner, puisque je n'ai plus accès à mes enregistrements. En fait, je voulais expliquer, puisque je vous ai montré plusieurs bases Arlo, plusieurs générations de bases Arlo. Au départ, vous aviez une double connectique USB, puis une seule connectique USB, puis maintenant une carte SD. Je pense qu'Arlo, leur objectif, c'est de vous vendre du service, et donc de vous vendre du stockage cloud. Ils n'ont aucune envie que vous stockiez en local vos enregistrements, et donc ils font tout pour que vous preniez des abonnements. Et je pense que, dans ma situation, j'ai presque l'impression qu'ils ont fait exprès de faire tomber en panne mon type d'installation. Puisque ça fonctionnait très bien, j'ai fait une mise à jour d'application Android, fini, j'ai plus accès aux enregistrements locaux. C'est la seule chose qui a changé sur mon installation, a priori. Et puis évidemment, pour les contacter, il faut passer par le forum, parce que je peux pas les contacter par téléphone ou autre, j'ai pas d'abonnement en cours, mes produits sont plus sous garantie, donc ils me répondent pas en fait directement à mes problèmes, donc Arlo, vraiment, je suis assez embêté. Du coup, je voulais passer de Arlo à Reolink. Vous connaissez probablement la marque Reolink. Ils m'ont contacté, donc du coup j'aurais répondu, on a échangé pendant 2-3 semaines pour choisir les bons produits, etc. Et on est arrivé à la fin à une petite liste de 3 produits Reolink qui m'intéressaient. Et dans les produits Reolink qui m'intéressaient, il y avait entre autres la petite sonnette de chez Reolink qui fonctionne sur batterie, mais qui fonctionne aussi, si vous voulez, en alimentation. Et ce qui m'intéressait sur leur sonnette, c'est qu'elle est extrêmement bien intégrée, elle fonctionne en local, elle peut se connecter à Home Assistant très facilement, et donc elle aurait remplacé avantageusement ma sonnette Arlo. Alors ça va pas se faire avec Reolink, en tout cas pas de la manière où je pensais que ça se ferait. C'est-à-dire que si je travaille avec Reolink, ça se fera dans le cadre d'achats personnels, ce qui me dérange absolument pas, mais j'irai acheter moi-même mes caméras Reolink sur Amazon ou ailleurs, je ne sais pas, pour remplacer mon installation Arlo. Mais du coup ça fait beaucoup de frais, donc c'est pour ça qu'il faut que je planifie tout ça, et j'ai pas envie d'avoir une installation hybride. Vous avez vu, j'ai beaucoup de caméras Arlo, parce que je vous ai pas tout montré, mais j'en ai à l'étage, j'en ai dans la cave, donc j'ai 5 ou 6 caméras, ça fait quand même un gros budget de tout remplacer d'un coup, donc, et j'ai pas envie d'avoir un double système Arlo plus Reolink. Pourquoi Reolink, ce sera des achats personnels et je ne travaillerai pas avec Reolink, en tout cas, sauf s'ils changent leurs conditions, parce que ils m'ont mis des conditions que je comprends même pas d'ailleurs que les gens acceptent ça. Surtout sans rémunération, moi je n'accepte pas d'être rémunéré, j'accepte éventuellement qu'on me donne le produit, si on me le prête c'est très bien aussi, mais sinon si on me le donne, pourquoi pas si c'est un produit dont j'ai l'utilité, si c'est un produit dont j'ai pas l'utilité, je refuse même qu'on me donne le produit, puisque ça me servira à rien et j'ai pas envie d'être embarrassé d'un produit, voilà, je trouve que c'est pas vertueux comme manière de faire. Du coup, Reolink, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils m'ont imposé des conditions de relecture, de validation de vidéo. Alors je sais pas si d'autres personnes qui font un peu le type de contenu que je fais ont eu les mêmes conditions, mais moi, si vous suivez mon contenu, vous savez que c'est inacceptable. Vous avez vu Mamotion, je vous ai montré la tondeuse Mamotion, c'est sans condition. Ils m'envoient la tondeuse, j'aurais même proposé de me la prêter plutôt que me la donner, ils m'ont dit non, de toute façon on pourrait pas en faire grand chose si vous ne la retourniez. Si vous en avez besoin d'une, on vous l'envoie, on vous la donne, donc j'accepte. Par contre c'est sans condition. Aucune condition sur les délais, sur le contenu, sur n'importe quoi, je n'accepte pas de conditions sur ce que je produis. Éventuellement, si un jour, je sais pas, j'étais amené à être rémunéré, je faisais du contenu promotionnel, on va dire, des choses comme ça, pourquoi pas accepter des conditions. Mais là, c'est pas un métier, c'est pas une source de revenus, et donc la marque n'a pas à me dicter ce que je dois vous communiquer. Donc voilà, il y a des gens qui ont accepté ce genre de choses, alors je sais pas s'ils sont tous en contact avec la même personne, mais c'est des relectures, c'est des revues, c'est des approbations par Reolink, et donc ça je peux pas accepter. Pour autant, je peux vous dire que du bien de Reolink, et je pense que je vais acheter des produits Reolink, et je vais remplacer cette camelote de chez Arlo, qui commence vraiment à me courir sur le haricot. Là j'en peux plus de des bugs à répétition, des petites problématiques à répétition. C'est dommage parce que sinon, c'est quand même des produits qui sont bien conçus, qui sont sans histoire, les produits Arlo. C'était ce que je cherchais en fait, c'était un produit qui est complètement décorrélé du reste de mon installation. Voilà, parce que comme ça, si j'ai une panne de domotique ou autre, j'ai de la vidéosurveillance qui fonctionne. Et c'était ça que je cherchais avant tout, c'est d'avoir des produits très autonomes, isolés. En fait, j'ai des sous-systèmes. J'ai le sous-système lumière, j'ai le sous-système alarme, j'ai le sous-système vidéosurveillance, le sous-système chauffage. Tout est autonome chez moi. Et ensuite, c'est Home Assistant, c'est JDOM qui viennent
faire travailler tout ça ensemble, mais ma maison ne peut pas tomber en blackout, elle peut pas être complètement en panne. Au pire, par exemple, si j'ai le thermostat connecté qui tombe en panne, bah, je perds le chauffage, mais c'est pas ma domotique qui gère le chauffage. Donc si ma domotique tombe en panne, je continue à avoir du chauffage, je continue à avoir de la lumière, je continue à avoir de la sécurité. C'est l'idée derrière tout ça, c'est ce que je vous explique depuis le départ. Reste un dernier point à vous présenter, et ça je vais le faire directement en capture d'écran, c'est Home Assistant JDOM, où j'en suis. Alors pour la petite information qui peut vous intéresser, puisqu'on parlait de protocole, enfin, en tout cas moi je parlais de protocole domotique sans fil en début de vidéo, je gère 3 protocoles sans fil, alors je pourrais en gérer un de plus éventuellement, mais c'est du Zigbee, du Z-Wave et ici du Thread. Le Zigbee, c'est mon pont Philips Hue. Je peux aussi faire du Zigbee sur ma JDOM Atlas, je peux aussi faire du Zigbee sur ma Zimaboard. Donc je pourrais avoir d'autres réseaux Zigbee si j'en avais besoin, mais je fais très attention à ne pas multiplier les réseaux et ne pas multiplier les canaux, les moyens de communication. Donc j'ai un seul réseau Zigbee, mon réseau Zigbee, c'est mon réseau de lumière Philips Hue. J'ai beaucoup d'ampoules Philips Hue, beaucoup de luminaires Philips Hue, et c'est Philips qui gère ma lumière, une grande partie en tout cas de ma lumière. Le Z-Wave, historiquement, donc sur ma JDOM Atlas, je vais vous expliquer aussi que maintenant c'est un mélange. La Home Assistant voit aussi le Z-Wave, donc j'ai une clé IoTech de série 700 qui fonctionne très bien. Le Z-Wave est relativement fiable. J'ai un ou deux produits de temps en temps qui posent problème, mais dans l'ensemble, on est très très loin de l'Open Z-Wave et tout ça. C'est du Z-Wave JS que je mets à jour moi-même et tout ça. C'est vraiment très très fiable. Et donc j'ai du Thread plus Matter, ce qui me permet de... vous avez vu mes verrous Nokia, par exemple, ils sont en Thread. Mais j'ai d'autres petits produits, détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture. Donc vous avez là-bas, de chez Eve, le détecteur de mouvement, qui me permet de savoir si quelqu'un se balade dans mon garage. J'ai aussi un détecteur d'ouverture, je vais vous le montrer, comme ça vous aurez en temps réel la petite présentation. Vous avez ici, détecteur d'ouverture. Lui, c'est un détecteur d'ouverture de chez Aqara, qui est en Thread et Matter, et donc qui me permet d'avoir l'état de la porte, le deuxième état de la porte, puisque j'ai plusieurs fois la remontée d'état de porte. Comme ça, si jamais pareil, j'ai un canal de communication qui est défectueux, j'ai d'autres manières d'avoir les remontées d'état de mes différents systèmes. Donc voilà, je vais vous montrer Home Assistant versus JDOM, comme ça vous aurez un aperçu de là où j'en suis en termes de déplacement, petit à petit des fonctionnalités. Ça va pas encore très loin, les scénarios, j'ai pas encore pu avancer beaucoup. Donc principalement, on reste sur du JDOM majoritaire chez moi, c'est lui qui fait encore tourner toute ma domotique, sauf la partie, on va dire, Thread, Matter, et puis quelques petits trucs annexes que je fais directement tourner sur mon installation Home Assistant. Mais mon installation Home Assistant commence à gagner en puissance, en fonctionnalité, et donc petit à petit je commence à réfléchir à déployer des services, des scénarios, des fonctionnalités de JDOM vers Home Assistant, parce que je m'attends à un moment donné que JDOM perde vraiment en vitesse, il n'y a plus vraiment de mise à jour, il n'y a plus vraiment de choses qui font rêver dans JDOM, les développements sont au ralenti, il manque des briques essentielles dans JDOM, je vous l'ai dit, il sera démateur en 2025, ne pas avoir ça, c'est vraiment, surtout que maintenant il y a des projets open source, quoi. Il suffit de prendre un OpenThread Border Boot, alors je dis il suffit, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais vous voyez l'idée. Il y a un OpenThread Border Router qui existe, qui est open source, qui est intégré dans Home Assistant. Il suffit de l'intégrer dans JDOM. Il n'y a pas besoin de tout redévelopper, c'est ça que je veux dire. C'est plus l'époque, il y a 10 ou 15 ans, où on arrivait en domotique, il fallait tout développer de A à Z parce que ça n'existait pas. Là, il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables, donc il y aurait des moyens de gagner un petit peu de temps et de se décharger sur des projets open source qui existent déjà, comme ce qui a été fait sur Z-Wave.js dans JDOM, qui fonctionne aussi bien que celui de Home Assistant. C'est pas le cas, il n'y a toujours pas les choses qui sont en place. JDOM perd de la vitesse un peu partout sur les applications mobiles, des choses comme ça, c'est vraiment désastreux. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'envisage le changement vers Home Assistant, donc vous allez voir où j'en suis. Moi j'en suis content de mon installation Home Assistant, ça commence à être sympa, et ça commence tout doucement à être envisageable de commencer à éteindre des services dans JDOM pour les mettre dans Home Assistant. En ce qui concerne ma domotique, en tout cas ma manière d'interagir avec mon installation domotique, à gauche JDOM, à droite Home Assistant, ce sont les portails web locaux. J'utilise les deux, mais je vous l'ai dit, mon système de domotique principal c'est JDOM, donc je vais plus naturellement dans JDOM, même si je peux faire des choses maintenant dans Home Assistant, puisque j'ai commencé à équiper pas mal de choses, puis vous voyez que je commence à avoir pas mal d'intégration. Dans Home Assistant, je suis en train d'équiper Alarmo pour essayer d'avoir une alarme qui va être une alternative, on va dire pour le moment, à mon alarme qui est gérée dans JDOM, mais à terme peut-être remplacer même mon système d'alarme, même si je suis pas 100% convaincu par Alarmo, pas pour la partie alarme, mais plus pour la partie détection d'inondation, détection d'incendie, ces choses-là. Mais quand bien même vous avez ces deux interfaces graphiques qui sont disponibles, c'est pas du tout ce que j'utilise au quotidien. Ce que j'utilise au quotidien, et vous le savez peut-être puisque je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est mon smartphone.
c'est plutôt ce que j'utilise. Et puis les commandes vocales. Les commandes vocales, vous avez derrière les Google Home, Nest Audio au rez-de-chaussée, et puis j'ai aussi un Home Assistant Voice Assist, donc j'ai aussi un petit satellite Voice pour interagir avec Home Assistant. Mais du coup, ce que j'utilise le plus, c'est JDOM Connect. Donc c'est ça qui me permet d'ouvrir ma porte de garage, d'ouvrir mes verrous et ma porte par extension, qui me permet de piloter ma gestion de chauffage, ma gestion de volets roulants, mes lumières et tout ça. Alors j'ai fait quelques ajustements dans ces panneaux-là, mais la plupart de ces panneaux sont toujours les panneaux d'origine que j'ai fait à l'époque, avec donc quelques petits ajustements, et j'ai vraiment quelque chose de sur mesure qui correspond parfaitement à l'utilisation de mon logement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué si vous voulez de passer sur Home Assistant, parce que Home Assistant a également une application mobile, mais je ne peux pas la configurer, cette application mobile, il n'est pas adaptable exactement comme ce que j'ai fait là sur mesure pour piloter mon logement. Donc ça va être probablement le plus compliqué pour moi pour tourner la page ou pour trouver un refuge, on va dire, chez Home Assistant, parce que je n'ai pas trouvé de manière de faire des choses aussi bien que ce que j'ai dans, ici, c'est JDOM Connect, hein, c'est pas directement JDOM, c'est JDOM Connect, mais JDOM Connect, c'est une extension, un plugin de JDOM. Donc, je vous remets pas tout en évidence, mais vous avez la gestion de l'alarme, périmétrique, volumétrique, donc complète, la gestion de l'alarme extérieure, si j'ai besoin en plus de notifications sur les mouvements extérieurs et tout ça, que je peux débrayer, par exemple, si je fais du jardinage, pour éviter d'être notifié de manière perturbé en fait. Mes verrous, donc avec l'ouverture-fermeture, alors ça pilote pas les verrous, ça pilote la maison. C'est-à-dire que quand je rentre dans ma maison, je rentre principalement soit par la porte d'entrée, soit par la porte de garage. Le fait de déclencher, par exemple ici, de déverrouiller, ça déclenche une authentification. Et si je passe la phase d'authentification, ça désactive l'alarme si elle est activée. Ça peut éventuellement allumer des lumières si jamais il fait nuit. Ça peut aussi remettre en route le chauffage si jamais le chauffage était coupé. Voilà, ça fait plein de choses. C'est pas du tout, même s'il y a une icône verrou, c'est pas du tout pour piloter mes verrous. J'ai la gestion des volets de manière automatisée, le chauffage, tout ça. J'ai aussi les lumières, pilotage de lumière, mais en général, la plupart du temps, j'ai des interrupteurs muraux qui sont connectés, hein, eux aussi, mais j'ai des interrupteurs muraux où je pilote à la voix quand j'ai les mains chargées. J'ai tous mes scénarios mode avancé, donc j'ai à la fois le mode dodo, c'est quand on va au lit, pouvoir appuyer sur un bouton pour mettre la maison en mode sommeil, donc elle met son alarme, elle coupe le chauffage, elle fait tout ce qu'il faut pour s'assurer aussi qu'elle est dans le meilleur état possible pour passer la nuit. La gestion principalement de certains scénarios, tout ça, présence ou pas. Le mode colis, ici, je vous l'ai montré dans une vidéo dédiée que je vous remettrai en incrustation, c'est ma boîte aux lettres garage. La gestion du chauffage avec est-ce que je suis en télétravail, est-ce que je suis en vacances, quel jour je suis en télétravail, comme ça permet très rapidement d'adapter la maison aux spécifications d'une semaine en particulier, le suivi de consommation, le suivi des différentes machines pour pouvoir les réveiller, les éteindre à distance, les services avec principalement les deux trucs que j'utilise le plus, c'est AdGuard Home qui est le service DNS local qui me permet d'avoir des DNS de qualité, ne pas dépendre d'un opérateur, WireGuard qui est un VPN auto-hébergé qui me permet de revenir comme ça sur mon installation locale, donc avec un smartphone, avec une tablette, avec un ordinateur portable, avec WireGuard, je me reconnecte sur mon réseau local et c'est exactement comme s'il y avait une machine comme ça qui était connectée dans mon bureau par exemple, et je ressors sur mon réseau local. Et ensuite toute la partie sécurité avec les détections de mouvement, les détections d'ouvrants, l'inondation, l'incendie, les sirènes pour pouvoir déclencher les différentes sirènes avec l'état des sirènes, donc j'ai 3 sirènes qui peuvent hurler si jamais il y a un souci, les caméras de sécurité avec les modes de caméras de sécurité, voilà plein de petites choses autour de la sécurité et tout ça est aussi dans mon application mobile, donc c'est assez complet et c'est très compliqué. Il y a une application mobile donc dans Home Assistant, je vous le redis, je vous la montre d'ailleurs même, ça sera plus simple, donc ça c'est exactement le même panneau qui est ici, mais on pourrait avoir évidemment des panneaux personnalisés sur Home Assistant. D'ailleurs je me suis lancé sur les nouveaux dashboards, qui est le dashboard pièces, donc le nouveau dashboard qui permet d'avoir comme ça très rapidement la liste des pièces avec toutes les entités qui sont, ou les appareils qui sont dans ces pièces là, donc c'est ça aussi, c'est assez pratique. Et du coup ici sur ce type de dashboard j'ai effectivement la possibilité de déclencher des ouvertures, des fermetures avec des confirmations. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo qui date maintenant d'il y a quelques mois, je crois que c'était fin 2024, je vous avais dit que ça m'embêtait de ne pas avoir de confirmation. J'ai maintenant la confirmation, je vous mettrai en description si vous voulez chercher la combine, mais pour pouvoir faire ça, vous voyez que j'ai pas d'empreinte digitale, de trucs comme ça. Dans Home Assistant, à ma connaissance, il n'y a pas la possibilité de confirmer pour un déverrouillage, un truc comme ça avec une empreinte digitale. Il y a éventuellement un code, je crois, mais c'est tout. Voilà, et puis sinon, c'est les mêmes panneaux que dans l'interface web, donc je vous le montre dans l'interface web, c'est plus agréable. Mais éventuellement, je pourrais avoir des panneaux qui sont spécifiques à l'application mobile, donc pas avoir un panneau comme ça
le même panneau partagé entre tous mes appareils, mais avoir vraiment des panneaux pour les smartphones. Ça a beaucoup plus de sens. Là, c'est juste que de toute façon, je pourrais pas en faire grand chose de plus, donc j'ai laissé comme ça. Ce qu'il faut voir aussi au niveau alarme et tout ça, c'est qu'il y a une communication entre JDOM et Home Assistant. Les deux communiquent entre eux, dans un sens comme dans l'autre. Donc JDOM pousse des informations dans Home Assistant pousse des informations dans JDOM. Si je dois vous donner des exemples très concrets, par exemple, tous les appareils Thread Matter qui sont dans Home Assistant sont poussés dans JDOM, de manière à ce que JDOM voit, par exemple, prenons un exemple très concret avec le Eve Motion, que je vous ai montré qui est dans le garage, le Eve Motion, qui est un détecteur de mouvement Thread Matter qui n'existe pas, donc je ne peux pas l'intégrer dans JDOM, j'ai pas de manière de le faire, et bien c'est intégré dans Home Assistant, poussé en MQTT, et donc j'ai bien présence et luminosité qui sont montées et suivies dans JDOM. Donc ça me permet de faire ça. Inversement, dans l'autre sens, vous avez ici absent. Quand JDOM, via le mécanisme d'alarme, de détection de présence et tout ça, identifie qu'il n'y a plus personne dans le logement, dans ce cas-là, il pousse aussi, il synchronise l'état absent ou présent directement dans Home Assistant, ça se fait aussi en MQTT. Donc les deux dialoguent entre eux, ce qui permet d'avoir, même si c'est pas idéal d'avoir deux systèmes de domotique à maintenir, ça permet quand même d'avoir un dialogue entre les deux, d'échanger des informations, et donc de pouvoir avoir une fluidité quand j'ai besoin d'intégrer des scénarios dans un ou dans l'autre, en fonction de mes besoins, en fonction de mes possibilités aussi, parce que des fois il y a des limitations techniques. Je vous l'ai dit, Thread Matter, je les ai pas, donc du coup il y a certains scénarios que je fais plus facilement dans Home Assistant que dans JDOM. Donc j'ai mes deux installations JDOM, Home Assistant, les deux sont pas concurrentielles, elles travaillent, elles sont collaboratives, elles sont là pour travailler ensemble, ces deux plateformes, même si l'une remplacera, je vous le redis à terme, l'autre, donc Home Assistant, j'imagine, est le futur de mon installation domotique. Mais vous voyez quand même qu'il y a certaines informations qui sont en double, qui n'auraient même pas besoin d'être en double, mais je teste diverses intégrations, et je vais jeter des mots ici, dans cette partie de la vidéo, je vais pas aller dans le détail, donc je vais vous dire ce sur quoi je travaille, ce que j'ai installé, mais je vais pas aller dans le détail de chaque élément, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc pour information, que ce soit JDOM, je peux vous montrer d'ailleurs la version courante, je suis en 4.4.19. Home Assistant, si on va dans à propos, vous verrez que je suis dans la dernière version du moment. Dans quelques jours, là, au moment où vous verrez cette vidéo, il y a la 2025.5 qui va sortir, mais actuellement je suis à jour et c'est la version 2025.4.4. Donc mes plateformes sont complètement à jour et ça ne me fait aucun souci de les maintenir à jour, que ce soit JDOM ou Home Assistant. Dans JDOM, j'ai déjà présenté dans le détail, donc je vais pas vous montrer dans le détail ce que j'ai dedans. Ce qui est quand même assez intéressant, ce que je peux vous montrer, vous dire de JDOM, c'est que un des piliers qui permet de faire de la communication entre JDOM et entre Home Assistant, c'est le plugin MQTT Manager. Actuellement, mon serveur MQTT se trouve être mon serveur JDOM. Maintenant, si un jour je change d'avis, j'ai envie que le serveur MQTT soit déployé dans Home Assistant ou ailleurs, je peux aussi le faire. C'est juste que c'était beaucoup plus pratique pour le moment de le déployer directement par JDOM. Donc, j'ai différents produits qui sont intégrés à MQTT, en particulier tout ce qui est Nuki, Nuki 4 Pro, Nuki Ultra, Alarmo, pour échanger, pour armer l'alarme depuis JDOM, parce que c'est toujours JDOM qui gère mon alarme, et puis le Home Assistant State Stream, donc pour pouvoir par exemple allumer une prise connectée Thread ou récupérer son niveau, sa consommation courante. Je passe par un objet en fait JDOM qui me permet de mettre tout ça dedans. Donc c'est en gros un pilier de la communication pour échanger entre les deux plateformes et d'autres. Vous avez vu, donc il y a des produits qui sont connectés en MQTT et JDOM Home Assistant qui sont interconnectés en MQTT. Côté Home Assistant, j'essaye des trucs, en particulier j'ai installé le nouveau dashboard pièce, ce qui me permet d'avoir un accès comme ça rapide aux produits qui sont installés chez moi, pour voilà, expérimenter cette idée de dashboard pièce, ce qui est pratique, je trouve, dans l'idée générale, même si c'est un peu fouillis pour le moment, mais ça permet quand même assez rapidement d'avoir la liste de tous ces produits classifiés, donc c'est assez pratique en fait au final quand on y réfléchit. Côté sécurité, j'ai une intégration Netatmo et l'intégration Arlo. Alors l'intégration Arlo que j'ai coupée parce que ça fait doublon avec JDOM, mais ça fonctionnait bien aussi. L'intégration énergie dans laquelle j'ai les remontées de consommation d'énergie, ça c'est du GCE. J'ai un Eco Device et donc il me remonte mes consommations d'électricité. J'ai également les consommations de gaz qui remontent. Voilà. Alors ici en ce moment je consomme pas beaucoup de gaz,
mais j'ai aussi les remontées de gaz qui remontent. Mais étant donné que c'est pas une mesure que j'ai chez moi, c'est une API, des fois ça tombe en panne, des fois ça marche plus, et c'est pas quelque chose qui m'inquiète en particulier, mais si jamais j'étais amené à me projeter dans le futur dans cette maison, ce qui n'est pas du tout le cas, moi je cherche plutôt à quitter ce logement, je pense que j'aurais mis un débitmètre gaz pour avoir vraiment une mesure précise du gaz que je consomme. J'ai donc Alarmo qui est installé, donc branché en MQTT avec des capteurs, etc. Mais ça, je suis en cours de configuration et il y a des trucs qui me plaisent pas trop dans Alarmo. En tout cas, je retrouve pas ce que je recherche partout. Mais j'ai commencé à créer quand même quelques petits trucs pour faire des tests et tout ça pour vérifier l'interconnectivité avec JDOM. Ça fonctionne bien. J'ai les backups sur Google Drive et j'utilise toujours donc cette intégration-là. Mais bientôt, je basculerai. J'ai l'intégration officielle, hein, enfin le backup officiel qui est en place. C'est juste que pour le moment, je l'utilisais pas encore parce qu'il n'était pas parfaitement complet. HACS qui est évidemment en place, j'ai mon serveur Matter qui est en place, donc qui vient remonter les produits. On voit ici un petit produit Akara qui est en panne, je vais en parler vite fait en fin de vidéo, puisque j'ai deux décès, deux morts au combat, on va dire, dans les produits domotiques, donc comme ça vous permettra de le voir. La gestion des médias, la gestion Node-RED pour les scénarios, j'ai commencé à bidouiller des trucs dans Node-RED, mais j'essaye dans la mesure du possible de ne pas faire de Node-RED, d'essayer de rester dans l'esprit pur de Home Assistant, quitte à faire du YAML dans des automations, des trucs comme ça, mais rester dans un esprit assez pur. Mais je voulais quand même tester Node-RED parce que c'est très puissant, je m'en sors très bien en faisant des trucs évolués dedans. Je pense, c'est peut-être même ce que je vais utiliser pour ma gestion de chauffage avancée avec mes jours de télétravail et tout, parce que je m'en sors pas avec des scénarios dans Home Assistant, mais pour le moment j'essaye vraiment de le faire avec parcimonie, de bien réfléchir avant de me lancer dans du Node-RED. J'ai Studio Code Server pour la partie réglage de Home Assistant, la modification de fichiers de config et autres, terminal pour la ligne de commande, et dans les paramètres, je vous montre vite fait les modules complémentaires, et comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai installé. Donc je suis en train d'essayer de faire une bascule entre le Nginx Proxy Manager, donc c'est NPM, hein, son petit nom, mais c'est pas le NPM qu'on connaît pour développer, donc Nginx Proxy Manager, lui qui n'a pas été mis à jour depuis super longtemps, et ça m'inquiète un petit peu en termes de sécurité. Je ne sais pas si le fait que le module complémentaire ne soit pas mis à jour ne veut pas dire que le serveur en lui-même n'est pas mis à jour, j'en sais rien, ça se trouve à chaque fois qu'il redémarre, il se remet à jour tout seul, mais en tout cas, je pense que j'ai jamais eu une mise à jour. Et donc moi ce que je voulais expérimenter c'était Kadi, qui est sympa, qui est moderne, et ça me donnait l'occasion éventuellement de tester Kadi dans un contexte très particulier de la sécurisation de la partie Home Assistant. Le truc qui est assez intéressant c'est ZWaveJS. Si vous regardez ZWaveJS, il n'est pas démarré, il n'a pas de démarrage automatique. ZWaveJS il est géré par mon installation JDOM. Donc c'est ici là que donc quand on va dans les configurations, c'est là où j'ai mon service ZWaveJS qui tourne dans JDOM. Le truc c'est qu'on ne peut pas dissocier le service de ZWaveJS du front-end, je sais pas comment le dire, de l'interface graphique, de ce qu'on manipule dans JDOM. Et donc on est obligé dans JDOM de faire tourner le serveur dans JDOM. C'est un petit peu malheureux, c'est beaucoup mieux conçu dans Home Assistant, puisqu'on peut, vous le voyez ici, ne pas démarrer ZWaveJS directement dans Home Assistant, mais le faire tourner à l'extérieur de Home Assistant. Ce qui fait que du coup, certes, je n'ai pas l'intégration ZWaveJS, enfin le module complémentaire ZWaveJS, mais j'ai quand même le service ZWave, qu'on trouve ici, avec les 28 appareils, et du coup ça fait que j'ai tous mes appareils qui sont donc dans le serveur ZWaveJS de JDOM. Ça me permet d'avoir un accès comme ça à tous les produits Z-Wave dans Home Assistant nativement, comme ça, comme si j'avais en fait mon contrôleur Z-Wave sur Home Assistant. Donc ça me permet de faire des bascules très transparentes et de pouvoir gérer comme ça mes produits dans les deux plateformes de domotique. Ce qui est extrêmement intéressant, le retour que je peux vous faire côté Home Assistant, c'est que l'intégration graphique de Z-Wave dans Home Assistant est largement meilleure que celle de JDOM. Alors, il y a des points intéressants dans JDOM, avec quelques graphiques de réseau, des trucs comme ça, mais moi ce que j'ai repéré, c'est que quand on installe un produit, la plupart du temps, je vais rentrer par exemple dans celui-là, tout ce qui est capteur, configuration, tout ça, tout est en place, tout est fonctionnel, tout est opérationnel. Et même quand on a besoin de mettre à jour des firmware, ça se passe de manière native dans Home Assistant. On a la petite notification ici en bas, là à gauche, notification ce firmware a une mise à jour, on clique et c'est fait. C'est une galère, dans JDOM ça ne marche pas, je suis obligé d'aller dans la partie ZWaveJS UI, qui est dans la partie réseau Z-Wave ici, action, et on peut aller dans l'interface de ZWaveJS UI. Donc voilà, c'est plus complexe. Et le truc, pour le coup, qui est extrêmement complexe dans JDOM, c'est qu'ils ne mettent pas à jour en fait le plugin Z-Wave. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur la toute dernière version de Z-Wave,
Voilà, si on regarde, je suis sur la version ZWave.js UI 10.3.3. Alors il y a peut-être une nouvelle qui est sortie, mais c'était déjà très récent quand je l'ai mis à jour la semaine dernière. Sauf que ça, c'est pas JDOM qui le gère. Dans les versions bêta, je crois qu'ils ont encore oublié de faire les mises à jour. Et donc dans les versions stable, je sais pas où on est, mais on est très très loin en arrière. Et c'est dommage parce que, au moins en version bêta, je m'attendrais à ce qu'il y ait un suivi vraiment pointu de ZWave.js, parce que il y a quand même pas mal de correctifs sur la partie gestion du réseau, amélioration de la prise en compte des contrôleurs et tout ça, et quelques petites améliorations sur la gestion des produits. Donc c'est vraiment dommage de rester en arrière. Du coup, j'ai deux bidouilles dans ZWave pour JDOM. Les bidouilles, d'ailleurs, je peux les faire très facilement avec système éditeur de fichiers. Je fais deux choses, en fait. Je modifie à la main la version courante de ZWave.js, comme ça, JDOM me dit il y a une mise à jour à faire, je la fais, et pour l'instant, bon, je fais des backups et tout à chaque fois, hein, mais j'ai pas eu de soucis, ça fonctionne toujours très bien. L'autre truc, c'est que par défaut, j'ai modifié la config de ZWave.js pour activer la partie web service, puisque la partie ici, Home Assistant, communique en web service, pas en MQTT. Il n'y a pas, je crois, d'intégration MQTT dans cette manière-là de faire. Donc c'est du web service sur le serveur qui est dans JDOM. Et c'est comme ça que je peux récupérer les produits ZWave. Donc ça c'est pour la partie ZWave, je voulais vous montrer, vous en parler, parce que peut-être que ça vous intéresse de partager des produits. Pour moi c'est hyper important quand on est en train de faire des bascules ou qu'on veut pas faire tomber en panne son installation, de pouvoir avoir les mêmes produits disponibles dans deux systèmes de domotique, le temps qu'on trouve ses marques, le temps qu'on expérimente des choses, le temps qu'on remette en place des choses qui sont importantes. Je pense que c'est assez critique, donc ça vous permettra peut-être de voir tout ça. Donc évidemment, des trucs que je vous ai montrés, j'ai les speech to phrase, des trucs comme ça, donc pour tout ce qui est gestion de la voix, et j'ai aussi l'OpenThread Border Router, puisque j'ai cassé quelque part mon installation historique Thread, puisque j'étais en multi-protocole, donc j'avais et du Thread et du Zigbee, et je suis repassé en classique, monoprotocole, hein. J'ai juste donc mon OpenThread Border Router et la gestion thread et matter dans Home Assistant exceptionnelle. Hein. C'est d'une stabilité à toute épreuve, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Ce que je vous avais expliqué aussi d'ailleurs, je peux vous remontrer vite fait avec Matter Server, c'est que j'ai du commissioning. J'ai mis mon ancienne clé Bluetooth que j'avais sur mon PC, je l'ai mis sur mon installation Home Assistant. Je me suis racheté une autre clé USB Bluetooth plus moderne pour mettre sur mon PC. Et du coup, je peux faire du commissioning directement depuis Home Assistant. Donc j'ai plus besoin d'applications mobiles, de trucs comme ça. Je clique ici sur Commission Node, je tape le code Matter qui est sur le produit, et tout se fait directement depuis l'installation Home Assistant. En quelques instants, j'ai le produit qui rejoint mon réseau Thread. C'est comme ça que j'ai fait pour ma Smart Lock Ultra, qui est là d'ailleurs le Node 11. Voilà, elle a rejoint mon réseau, ça s'est fait de manière très 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 facile. Donc j'ai le réseau Thread ici. Je ne vous remonte pas les configs, mais voilà, il fonctionne, et mes produits Matter qui sont ici, dans Home Assistant. Donc voilà, ça marche très bien. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, j'ai fait des expérimentations, j'ai branché NUT, donc la partie UPS que j'ai dans JDOM, je l'ai rebranché aussi dans Home Assistant, comme ça je suis tranquille, je peux surveiller mon onduleur, j'ai 2 onduleurs dans la maison, vérifier s'il y a des coupures de courant, où il en est en termes d'alimentation, et puis prendre des actions en conséquence. Et puis voilà, j'ai quelques intégrations. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que j'ai un IPX800, pour le moment c'est le V4, peut-être je passerai un V5 quand ce sera l'occasion, pour le moment le V4 me satisfait. Et il y a alors c'est pas une intégration officielle, mais il y a quand même la possibilité d'avoir le support de l'IPX800 V4 qui est très bien suivi. Donc je l'ai à la fois dans JDOM et dans Home Assistant. La différence c'est qu'il y a des URL de push, c'est-à-dire que quand par exemple un capteur change de valeur, l'IPX800 pour tout de suite notifier le changement de valeur fait un push, donc il fait une requête HTTP pour dire la valeur a changé. Ça on ne peut mettre qu'une seule URL cible, je crois, donc ça push vers JDOM et pas vers Home Assistant, donc j'ai une petite latence sur le changement de valeur de capteur, mais c'est pas grave, je suis au courant, je sais pourquoi, et le jour où je fais une bascule complète Home Assistant, j'ai juste à changer ça, et ça marchera nickel. Voilà, donc en gros, je vous ai montré à peu près ce que je voulais vous montrer, donc Alarmo, ça je vous en ai parlé. Je crois qu'on a fait le tour sur mon installation Home Assistant. Je vous montre vite fait que dans l'installation Home Assistant, j'ai, je sais pas comment ça s'appelle, ça, des onglets cachés, des trucs comme ça. Donc en fait, j'ai ma page ici principale, qui est la page qui synthétise mon logement. Pour le moment, j'ai décidé de faire comme ça. Bon, c'est pas encore, c'est encore à l'étude. Hein. Voilà, j'y réfléchis. Je peux piloter mes volets roulants et je peux voir si je suis absent ou présent dans le logement. Enfin, voilà, c'est l'idée générale de la présence qui est gérée par JDOM, toujours, hein, je vous le redis. Et ensuite, dans chaque pièce, je peux aller dans la pièce et
avoir des possibilités de retour des produits. Là j'ai la prise Fibaro, je sais pas pourquoi qui remonte pas la consommation, mais normalement ici j'ai la consommation à la prise, que je peux allumer, éteindre, la gestion du chauffage, et puis de remonter sur le bruit dioxyde et compagnie, donc ça permet de voir plein de trucs. Mais voilà, tout ça c'est par pièce, donc dans chaque pièce, j'ai quelques petits trucs. Donc voilà, tout ça c'est pas encore super bien rangé, on voit que c'est un petit peu brouillon, c'est parce que je vous l'ai dit, j'utilise assez peu Home Assistant dans le sens interface graphique, je pilote tout avec mon application mobile JDOM Connect, et donc du coup j'ai pas spécialement besoin d'investir beaucoup de temps dans ces panneaux-là. J'ai mis en place dans les pièces que j'utilise des trucs pour vérifier que ça fonctionne. Donc là ici vous voyez la consommation courante de ma machine pendant que je suis en train de filmer, ce qui est très raisonnable pour un PC avec un écran de 40 pouces. Mais voilà, ça me permet d'avoir ce type de retour, d'information. Mais voilà, je l'ai mis plus pour m'assurer que je peux mettre tout ce qu'il faut dedans. C'est pas pour autant que ce sera comme ça à la fin. Voilà, il y aura sûrement des trucs qu'il faudra que j'ajuste. Et même là, vous voyez, en temps réel, je rajoute des trucs qui sont pas bons. Voilà, en ce qui concerne mon installation Home Assistant, c'est une installation en devenir, elle n'est pas encore finalisée. Elle tourne sur une Zimaboard, ce qui est une petite plateforme, je peux vous montrer vite fait le système. Ça fonctionne très très bien, c'est très très stable, c'est tout à fait suffisant pour faire tourner Home Assistant. J'ai pas de latence, j'ai pas de problème particulier. J'ai vu que la Zimaboard 2 sort avec un Intel N150, donc actuellement c'est un Kickstarter. Quand la plateforme sera stable, peut-être, je sais pas, je vais réfléchir à migrer vers un N100 ou un N150, et la Zimaboard 2 est, je pense, une plateforme de prédilection pour ça. Mais vous voyez qu'en termes de processeur, en termes de consommation mémoire et tout, je suis très large. Par contre, il ne faut pas que je charge trop ma plateforme, c'est un petit processeur, donc que je m'amuse pas à faire, je sais pas si vous imaginez par exemple avec les flux vidéo, faire de la détection, des trucs comme ça, là c'est mort, je peux pas le faire sur ce type de plateforme. Mais pour un usage domotique tel que je le fais, réseau, gestion d'un réseau, voilà, gestion de quelques capteurs, des trucs comme ça fonctionne vraiment très bien. Un autre truc que je me suis posé comme question sur Home Assistant, vous pourrez me répondre si jamais vous êtes très pointu dans Home Assistant et que vous commencez à avoir des grosses installations qui datent, c'est la base de données. Je n'ai pas fait une base de données externe, je sais pas quoi, une MariaDB, un truc comme ça. J'ai toujours la base de données de base, donc la base de données même intégrée, je sais pas c'est quoi exactement ce qui est utilisé de base, je me rappelle plus. Voilà, je sais pas si sur le long terme ça pose problème, mais pour le moment moi ça me pose pas de problème. Mais en tout cas c'est quelque chose auquel je réfléchis parce que je me dis, c'est vrai que c'est pas sain, j'ai pas une base de données, on va dire de compète pour gérer un système de domotique de production, et je sais pas si c'est une très bonne chose. Donc voilà, en ce qui concerne mes plateformes domotiques, je pense que je vous ai montré les deux plateformes. Finalement JDOM bouge très peu, je crois qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis l'année dernière, mise à jour on va dire significative depuis l'année dernière, donc il se passe rien, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Je peux quand même vous montrer un truc, c'est que j'avance aussi sur d'autres petites choses que sont les scénarios. Alors mes volets roulants, où je les ai mis dans JDOM, je me rappelle plus, c'est ici, et j'ai la gestion des volets. Donc ici j'ai le scénario dans JDOM, avec calcul de l'heure et tout ça, et action en fonction de l'heure. Ça fonctionne très très bien, et j'ai l'équivalent avec des guillemets, côté Home Assistant, mais avec directement on va dire la mécanique de définition dans Home Assistant. Alors ça marche pas exactement de la même manière, sachant que dans JDOM en fait c'est programmatique, c'est-à-dire une fois par jour, le matin, au moment du backup, je crois, ou dans la nuit, je sais plus, je calcule avec l'héliotrope, donc en gros pour la course du soleil, à savoir quand est l'heure du lever, quand est l'heure du coucher, je calcule des horaires, et ensuite je programme à ce moment-là, donc au moment où je calcule ces horaires-là, je calcule, donc avec le A, je lui dis à telle heure tu feras telle action, à telle heure tu feras telle action. Et puis ensuite, j'ai dans JDOM, historiquement, j'ai la possibilité de sélectionner mon mode de volet roulant. Je vous le remontre ici, c'est ouverture-fermeture, ouverture et fermeture, en mode automatique. Ouverture-fermeture vacances, donc avec des petites variations sur les horaires, les trucs comme ça. Complètement désactivé, donc c'est une gestion à la main des volets roulants, et une fermeture si absent. Donc il ne se passe rien, sauf si on est absent et qu'il faut fermer les volets. Dans ce cas-là, les volets vont se fermer, mais ils ne s'ouvriront pas tout seuls. Il faudra avoir une action manuelle. Donc ça, c'est le fonctionnement des volets roulants dans JDOM. Et en fait, j'ai cloné ce comportement-là. Alors, c'est pas exactement le même, mais on a ici le lever du soleil, le coucher du soleil, et j'ai choisi arbitrairement 9h, qui est une heure de lever, on va dire, vacances,
qui n'est pas une heure de lever traditionnelle. Et donc ensuite, alors là pour le moment je l'ai mis sur la condition de vérification de présence, mais ça changera à terme, hein. D'ailleurs j'enlèverai ici vérifier présent, et je le mettrai dans les différents réglages. Donc j'ai 4 possibilités. Si c'est levé, alors levé en fait c'est le soleil ici, au lever du soleil, j'ai le coucher du soleil, c'est couché. Et ça s'appelle des déclencheurs nommés hein, dans Home Assistant, donc on peut créer des déclencheurs et avec la petite option ici qui par défaut c'est caché Modify ID, on peut nommer les déclencheurs. Du coup j'ai le déclencheur de 9h. Et donc du coup ici je récupère la condition et je peux indiquer, ben voilà, si c'est par exemple c'est couché et que c'est fermeture, ouverture ou fermeture si absent. Et c'est là où vous voyez par exemple il faut que je rajoute la notion d'absent. Et bien dans ce cas là je peux fermer le volet et faire une notification. Voilà, tout ça c'est expérimental, c'est un scénario qui est par défaut désactivé la plupart du temps, ou alors j'active pas l'action mais j'active la notification, juste pour vérifier qu'il se comporte tel que je le veux avant qu'il rentre en production. Et lui, d'ici quelques semaines, il va remplacer mon scénario de gestion de volet roulant dans JDOM, peut-être. En tout cas, je le considérerais comme opérationnel et je pourrais passer à autre chose. Là, vous avez un exemple. Donc ici, c'était à 21h27 et 20 secondes. C'était l'heure du coucher du soleil. On voit qu'il y a eu un switch. Il a choisi la branche fermeture, ici, et il a fait la petite notification, coucher, et la fermeture des volets roulants. On voit turn on, fermer volet. Donc voilà, ça fonctionne. Après ça, il y a des ajustements qu'il faut que je fasse. J'aurai jamais exactement le même comportement que dans JDOM, mais vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai volet roulant, fermeture si absent, je clique et je peux changer le mode. Donc j'ai quelque chose qui est très similaire à ce que je peux faire dans JDOM, et c'est l'idée. Hein. Je suis très content des comportements que j'ai dans JDOM, et donc j'essaie de répliquer ça d'une manière ou d'une autre, de la manière la plus intelligente possible, dans Home Assistant. Voilà, je vais pas aller dans le détail des autres automations, je vous montre vite fait la liste de 2-3 petits trucs que je peux avoir, les rappels d'ouverture, des trucs comme ça, mais je vais pas aller, je vous les remontre pas, l'idée c'était juste de vous expliquer dans un exemple concret que j'équipe Home Assistant et comment je le fais, voilà, pour vous expliquer que je progresse sur le sujet et que mon installation Home Assistant gagne en intelligence, sans pour autant enlever des choses dans JDOM. Je maintiens JDOM et je continue à le faire évoluer en fonction de mes besoins. En termes de mort au combat niveau domotique, j'ai 2 appareils que j'ai testés sur ma chaîne, hein, qui sont dans un état, je vais pas dire en panne parce que je ne suis pas sûr de mon coup, mais en tout cas ils sont pas dans un état fonctionnel. Alors j'ai le détecteur de fumée. Ces détecteurs de fumée là, j'en ai acheté plein. Vous les avez vus normalement il y a très longtemps sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo dédiée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont des dates de péremption, et ils arrivent tout doucement à la date de péremption. Vous voyez que c'est marqué remplacé avant 4 février 2025. Donc techniquement, même si je ne sais pas en quoi ça consiste exactement la date de remplacement, tous mes détecteurs de fumée Z-Wave, en tout cas tous ceux qui viennent de ce lot-là, sont périmés, puisque ils ont dépassé la date de validité. Je les avais achetés en 2014, je crois, donc ça vous donne une idée de la durée de vie de ces produits. Et je ne sais pas si c'est grave ou pas. Personnellement, ça m'embête, parce que c'est quand même des détecteurs de fumée, dont le but c'est d'avertir quand il y a de la fumée. Ils sont fonctionnels. Alors celui-là, le souci qu'il a, c'est qu'il est parfaitement fonctionnel, autonome. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai simulé de la fumée, il s'est mis à sonner tout ça. Mais je sais pas pourquoi, il a un problème, en fait, il quitte mon réseau Z-Wave. Il arrête de communiquer au bout d'un certain temps. Ça prend une journée, un truc comme ça, et il arrête de communiquer. Donc je sais pas si c'est un défaut matériel, j'ai d'autres détecteurs de fumée. Peut-être périmés aussi, mais en tout cas j'en ai 1 ou 2 d'avance, puisque à l'époque j'en avais pris quand même pas mal. Je dois en avoir 5 ou 6 dans la maison. Donc je peux le remplacer, mais en tout cas lui, je sais pas pourquoi il a lâché. Et le détecteur là, ça m'embête plus parce que si vous le reconnaissez, il est passé il y a pas si longtemps que ça quand même en test sur la chaîne, donc il est assez récent. C'est le petit détecteur de mouvement de chez Aqara, un détecteur de mouvement qui est thread émetteur. Et le souci c'est que lui il fonctionne en retour, je crois c'est luminosité, un truc comme ça, donc il est opérant, il remonte les informations, ça varie au cours de la journée. Par contre en détecteur de mouvement, je sais pas pourquoi il remonte plus les mouvements. J'ai essayé de le réinitialiser, j'ai essayé plein de trucs, il ne repart pas et je ne sais pas pourquoi. Et c'est franchement embêtant parce que c'était mon détecteur de mouvement dans le couloir de l'étage, et jusqu'à présent il fonctionnait très bien. Alors j'ai contacté Aqara pour leur demander de m'aider à débugger la situation, à part me proposer, alors c'est très gentil, mais à part me proposer de m'envoyer un nouveau détecteur neuf en remplacement, ils peuvent pas me dire pourquoi le détecteur en question ne marche pas, ça les intéresse pas je pense de savoir pourquoi il marche pas, ils préfèrent me l'échanger. Et moi c'est pas mon objectif, j'aimerais bien que le produit soit
soit réparé, soit remis en état. En tout cas, c'est peut-être juste une config qui va pas, mais je l'ai réinitialisé et tout, ça ne repart pas. Avant même de songer à le jeter à la poubelle et à le remplacer par un autre. Voilà en ce qui concerne mes appareils, on va dire, en panne. Et ça, c'est sur les dernières années. Alors, j'ai eu d'autres petits soucis. Mon robot aspirateur, par exemple, ne fonctionnait plus. J'ai changé la batterie, il est reparti, il est connecté en domotique. Mais voilà, la plupart des produits fonctionnent toujours très bien. Là, je vous ai vraiment montré les morts au combat, c'est-à-dire des produits qui, actuellement, je ne peux pas les garder dans mon installation domotique, ils ne sont pas opérants, ils ont un souci d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est depuis quelques mois, c'est pas tout à fait nouveau. Voilà en ce qui concerne l'état de ma domotique et de ce que je vais vous présenter en termes de domotique pour 2025, donc, enfin mai 2025, donc vous voyez que tout doucement ça progresse. Si vous suivez un petit peu mes précédentes vidéos, vous avez vu que mes dashboards ont évolué, que j'ai un peu plus d'infos, que j'ai un peu plus d'intégration dans Home Assistant, que je fais aussi évoluer tout doucement JDOM pour toujours l'adapter à mes besoins, parce que c'est le plus important. Je pourrais faire beaucoup plus de choses que ce soit dans Home Assistant ou dans JDOM, mais mes installations domotiques sont aussi configurées pour répondre parfaitement aux besoins du logement, et aussi pour ne pas être pour pas apporter en fait trop de fonctionnalités, parce que derrière, plus je vais apporter de fonctionnalités, plus j'ai de choses à maintenir. Quand je vais faire une mise à niveau, il va falloir que je fasse super attention à ce que cette intégration est compatible avec la nouvelle version, est-ce que j'ai des dépendances ou je sais pas quoi à remettre à jour. Si vous allez trop loin et que vous mettez des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, vous vous posez des questions que vous n'auriez pas à vous poser si vous faisiez quelque chose de plus simple ou de plus simplifié par rapport à vos besoins. Donc je ne vais pas non plus trop loin, je fais vraiment strictement ce dont j'ai besoin pour vivre dans mon logement de manière extrêmement confortable, extrêmement pratique, sans que ce soit pénible à maintenir et à mettre à jour. Alors, je dis ça, mais évidemment, vous voyez que, par exemple, le mécanisme d'alarme est dupliqué, le mécanisme de gestion de volets roulants est dupliqué pour le moment, mais petit à petit, ça va se sédimenter. En fait, il faut juste que j'ai le temps de tirer le meilleur parti de Home Assistant et de commencer à migrer certaines choses dans Home Assistant. Donc vous l'avez vu avec les volets roulants, ça progresse et je commence à avoir quelque chose de fonctionnel. Mais voilà, il va falloir que je fasse la même chose avec le chauffage. Là, c'était pas le moment, on était en plein hiver, c'est certainement pas le moment de changer son intégration de chauffage. Mais maintenant, on va arriver dans une phase où j'ai pas besoin de chauffer. Je peux me permettre de commencer à mettre des choses en place autour du chauffage, télétravail, machin, présence, absence et compagnie. Je vais avoir la possibilité de le faire, j'aurai peut-être pas le temps, ça va peut-être être compliqué au niveau calendrier, mais j'ai la possibilité de le faire, j'ai pas de soucis si ça ne marche pas ou si temporairement il y a un problème avec la gestion du chauffage, et puis j'ajusterai ensuite au cours de l'hiver. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a un petit peu montré des choses que vous pourriez faire, des choses que moi je fais qui peuvent vous intéresser, ou si vous avez même des conseils, des astuces, si vous avez vu des choses que vous trouvez bizarres, ou si vous voulez même un complément d'information, peut-être ça donnera lieu à, je sais pas, une mini-vidéo ou un point dans une prochaine vidéo, ou peut-être une vidéo dédiée si c'est vraiment un sujet d'importance. Moi ça me dérange pas de vous montrer tout ça. Voilà, vous avez compris aussi que actuellement le gros souci, ou en tout cas le gros morceau de mon installation domotique, c'est comment gérer correctement, complètement mon installation domotique avec une application mobile qui tient la route. Même si l'application de Home Assistant, l'application Android, puisque moi c'est un smartphone Android, elle est très bien, elle ne va pas dans la possibilité de customisation, donc de personnalisation avancée, que ce soit en termes de look, mais aussi en termes d'ergonomie, que proposent des solutions comme JDOM Connect. Et donc ça me pose vraiment problème, puisque je ne peux pas adapter mes interactions avec ma manière de faire. Je suis obligé de me confronter à ce que fait Home Assistant. Sur certains points, ça suffit largement, c'est très bien et ça me suffirait, mais sur d'autres, en termes de disposition, en termes d'interaction, quand on appuie, ici par exemple, vous voyez des protections, des choses comme ça. Ici, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple pour désactiver une alarme, avoir une confirmation de désactivation d'alarme et tout ça. Ça, c'est des choses dont j'ai réellement besoin et que j'ai toujours pas réussi à faire correctement dans l'application de Home Assistant. Voilà, à part ça, sinon vous avez vu, mon installation domotique reste fonctionnelle, elle est un petit peu plus complexe qu'elle ne devrait l'être avec ce double système domotique, mais en même temps, j'ai besoin de faire ça pour avoir le meilleur des deux mondes. Pour le moment, je considère pas JDOM comme complètement dépassé. Je suis franchement inquiet, je n'arrête pas de le dire, sur le devenir de JDOM. Je pense que JDOM n'a pas un grand avenir devant lui, en tout cas pour le grand public, quand on voit les capacités de Home Assistant et la montée en puissance, toujours dans un souci aussi de simplicité, de facilité, avec plein de choses qui arrivent pré-câblées, qui sont beaucoup plus simples que dans JDOM. JDOM garde quelques avantages, mais voilà, maintenant je commence à me poser des doutes, même au niveau de la communauté
La communauté Home Assistant, qu'elle soit française ou à l'international, est très aidante, très disponible, et surtout beaucoup plus nombreuse. Il y a beaucoup plus de chances dans Home Assistant de trouver une intégration dont on a besoin, une personne qui a eu le même souci que celui qu'on a, ou une personne qui peut vous aider à faire une chose parce que elle a fait déjà la même chose. Ne serait-ce que par le nombre d'utilisateurs de JDOM qui est, je pense, en décroissance, mais là, il n'y a que JDOM qui pourrait me le confirmer. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent JDOM, en tout cas autour de moi, il y a quasiment plus personne qui utilise JDOM. Eh bien, ça pose problème puisque il y a moins de possibilités d'avoir des nouvelles intégrations et des partages d'expériences. Voilà. Il reste des trucs sympas dans JDOM, malheureusement, je pense que ça va pas suffire pour durer sur le long terme. Il faut vraiment que la solution trouve une manière de se renouveler. Moi, pour le moment, je reste comme ça. De toute façon, j'étais parti sur JDOM, Home Assistant n'existait même pas, donc il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Maintenant, il faut juste que je trouve le temps et la volonté de continuer comme ça, tout doucement, à migrer de l'un vers l'autre, jusqu'à ce que j'ai fini, et que tout se retrouve plus ou moins dans Home Assistant. Il restera donc cette application mobile, ça je sais pas encore comment je vais faire, mais j'espère que je trouverai une solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, elle est assez personnelle, elle me concerne beaucoup plus, mais peut-être que vous y aurez retrouvé soit des informations pour de futures vidéos, soit peut-être pour améliorer vos propres installations domotiques ou vous donner quelques idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.